une caste qui, voilà, donc dès que vous voulez juste demander à avoir vos droits, ne demandez pas d'avoir des compétences, des facilités, juste l'application des règles de droit, vous n'y accédez pas, quoi. Donc, donc à partir du tribunal de grande instance, on vous condamne. C'est confirmé en cours d'appel, parce que c'est la même cour d'appel, donc ils ont fait les études ensemble, les magistrats. Et donc il faut aller en cassation. Hein. Il faut être voilà, faut aller en cassation pour avoir un gain de cause. Et votre affaire là, donc elle va aller en cassation, c'est ça? Vous allez la porter en cassation? Oui, déjà on a du mal à faire dépayser le dossier sur la base de l'article 47. C'est-à-dire quand vous assignez la responsabilité des avocats, normalement le juge, un juge normal, hein, un fonctionnaire, parce que c'est quand même des fonctionnaires, ils doivent appliquer c'est un pouvoir régalien, c'est-à-dire au service du peuple. Ils ont des décisions au nom du peuple. Non. Les tribunaux sont privatisés. C'est privatisé. Après, Greystone aux États-Unis, en France, on a privatisé les tribunaux, carrément. Parce que l'article 47, on a fait, je veux dire, les dossiers de François Hollande, ils sont imparables. Hein. Il y a tout, c'est pertinent, il y a les pièces, tout est mis en place. Donc, quand vous assignez la responsabilité des avocats, automatiquement, c'est renvoyé dans une autre juridiction limitrophe sur la base de l'article 47. Et qu'est-ce que font les juges? Non, ils veulent pas que ça sorte. C'est comme les QPC, hein. Parce que bon, la QPC sur les tribunaux de commerce, elle est sortie que de Toulouse, hein. Elle n'est pas sortie elle serait jamais sortie de Perpignan d'abord. Et d'ailleurs, elle n'a pas encore été traitée, hein. Les QPC de 2010, de 2011 quand même déposé, elles ne sont pas encore retraitées, hein. On est en 2014, hein. On est un petit peu à qui on a affaire. Qui me pose des difficultés. Ouais. Parce qu'il y a apparemment donc des faux comme ça, hein. C'est encore des faux, comme vous m'avez montré à l'instant, envoyé à la pause, des documents falsifiés, quoi. Ah oui, cette affaire. Je me rappelle qu'on était là. Je peux parler ou... Ouais. Disons que cette affaire, c'est une affaire de saisie-vente immobilière sans titre exécutoire. Ouais. Le tribunal de grande instance de Perpignan, c'est le juge Thierry Jouve qui a pris cette décision, a vendu un immeuble très important sans titre exécutoire. Et à la suite, nous faisons des procédures pour essayer de rétablir la situation, mais c'est en permanence pression et menace sur les avocats. Et du reste, dans cette affaire, l'avocat de la banque, qui s'appelle Philippe Kodercher, a écrit à mon propre bâtonnier, j'ai sa lettre au dossier pour lui dire qu'il faut faire une procédure disciplinaire contre moi parce que je perturbe le fonctionnement du tribunal, je perturbe le fonctionnement du barreau de Perpignan en défendant les intérêts de M. Patrick Ramirez qui est victime d'une malversation avec la participation du juge Thierry Jouve du tribunal de grande instance de Perpignan. C'est les situations qui sont vécues tous les jours par les avocats. Et si vous défendez des gens qui sont victimes de ces malversations, malheureusement, trop souvent, eh bien, ce sont pression et menaces pour que l'on arrête de défendre ces gens, sinon c'est procédure disciplinaire. Pour résumer sur cette affaire, quand un avocat, le mécanisme de la postulation, c'est un mécanisme qui fait qu'un avocat peut venir s'exprimer, parler, plaider devant toutes les juridictions de France, mais en matière civile et devant le juge de l'exécution sur les saisies-ventes immobilières, les écritures doivent être signées par un avocat inscrit au barreau local. Ça paraît débile, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que je suis avocat inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis, j'ai le droit de faire des écritures et de venir plaider au tribunal de grande instance de Perpignan pour défendre dans des saisies-ventes immobilières, mais sous réserve que je fasse signer mes écritures par un avocat inscrit au barreau de Perpignan. Ça paraît débile, hein? Ouais. Bon, toujours est-il que nous avions une avocate postulante qui s'appelait maître Naïma Mohamed Sba. Elle a fait l'objet de pression et de menaces, elle a été obligée de se dégager du dossier. Pression du bâtonnier, pression des avocats de Perpignan. Si elle continue à défendre cette affaire, on lui colle une procédure disciplinaire, elle sera virée. Donc, c'est des situations qui sont intolérables et inacceptables. Bon. Donc, cette avocate a laissé tomber cette procédure. Alors ensuite,
Nous avons pris un avocat postulant en Espagne, puisqu'un avocat postulant peut, en France, pour faire cette postulation. Moi, je suis avocat en barreau de la Seine-Saint-Denis. Ouais. Je peux donc faire les écritures et aller plaider à Perpignan. Mais il faut que je fasse signer mes écritures par un avocat inscrit au barreau de Perpignan ou par un avocat inscrit dans un barreau européen. Hein, c'est quand même particulièrement incroyable. Donc là, dans cette affaire, j'ai fait signer mes écritures par un avocat inscrit en Espagne. Mais il peut signer les procédures, il peut signer les actes de procédure que sous réserve qu'il ait une avocate qui le domicilie, un avocat inscrit au barreau de Perpignan qui le domicilie. Donc on a utilisé ce système-là. Donc la première avocate postulante, qui s'appelait Naïma Mohamed Sba, a été obligée de dégager parce qu'elle a fait l'objet de pression et menaces. Ensuite, on a pris un avocat en Espagne qui n'a pas fait l'objet de pression et menaces, mais on a pris un avocat qui a domicilié le dossier, un avocat inscrit au barreau de Perpignan qui a domicilié le dossier, qui s'appelle Jean-Pierre Sévaer. Aujourd'hui, ils essaient de le radier. Ils essaient de le radier aussi. Oui, ils essaient de le radier aussi. Et moi-même, qui intervient comme le directeur de la procédure, je fais l'objet d'une procédure disciplinaire en vue de me chasser de la profession d'avocat. À la demande de qui? À l'avocat du barreau de Perpignan qui prétend que je le dérange le barreau en faisant mon travail. Avec la complicité des bâtonniers de Bobigny, Robert Feller, et de la complicité du bâtonnier de Perpignan qui s'appelle François Pêche de la Close. On est dans une situation mafieuse, je regrette de le dire. Ouais, mais encore pire. Je peux parler? Oui, bien sûr, vas-y, Patrick. Ouais. Mais je vais vous dire encore autre chose. Hein. Quand tu avais fin décembre à Cour d'appel de Toulouse pour demander un dépaysement sur ces dossiers-là, j'ai l'avocat Philippe Codercher, qui m'a clairement sorti, qui connaissait le procureur François Molins, qui est originaire de la région de Perpignan, de Bagnols-sur-Mer. Vous imaginez? C'est-à-dire que le procureur de Paris, celui que vous avez vu là pour l'attentat de la personne qui est allée dans les locaux des télés là avec les fusils, cette personne que vous avez vu à la télé était l'ami intime de l'ex-bâtonnier Pierre Beck et de l'avocat Philippe Codercher. Vous imaginez quand même? C'est-à-dire qu'avant d'aller dans l'audience, il m'avait carrément sorti. Je sais que j'aurai la cause et le juge de la mise en état vous donnera pas raison. Carrément, il m'a dit ça. Alors vous arrivez, c'est truqué d'entrée. Et vous savez, le système des boules chaudes, ben, c'est pareil comme au loto là. Voilà, les jeux sont truqués. C'est-à-dire on a affaire à une mafia. Une mafia. Le jeu P2. Vous savez là, cette affaire, c'est une affaire en cours encore, hein, c'est ça. Hein. C'est une affaire qui est en cours depuis 2010 et on cherchons un juge pour faire le travail. Peut-être qu'on va passer une annonce sur le Bon Coin. Nous cherchons un juge de l'exécution à Perpignan pour juger une affaire de malversation dans le cadre d'une procédure de saisie-vente immobilière. C'est un scandale, mais c'est comme ça. C'est automatique. C'est automatique. Donc ça, c'est le nouveau moyen de pression sur les avocats. C'est-à-dire maintenant, en fait, de peur carrément de perdre les procès, en fait, on met la pression aux avocats, quoi. C'est-à-dire, il faut que ces pressions et menaces au sein des ordres d'avocats, c'est soit l'avocat laisse tomber son client, soit soit on le dégage de la procédure on le dégage du système par le biais d'une procédure disciplinaire frauduleuse. Ça va pas souvent sur les procédures disciplinaires. Les avocats aux premières pressions et menaces, ils laissent tomber. Ouais, c'est ça. Il y a très peu de procédures disciplinaires. C'est les coriaces, ceux qui refusent en fait de... Pas beaucoup, hein. Personne ne résiste. Très peu d'avocats résistent. Parce que c'est tout le cycle, procédure disciplinaire, impossibilité de travailler, ensuite on peut les placer en liquidation judiciaire, on les dégage, enfin nous sommes dans un système entièrement frelaté. Les cartes sont toutes, hein. Il n'y a pas de mystère, les cartes sont... Mais quand même, j'ose imaginer, une question là qui me taraude, j'ose imaginer, il y a plus d'avocats quand même qui devraient s'inscrire dans votre sillage que d'avocats de l'autre côté, ou je me trompe? Mais ils ont peur. Ils ont peur, quoi. Ils ont peur d'être radiés, chassés de la profession, etc. Bon, prenez l'exemple, si on en revient à cette affaire de Perpignan. Vous avez un avocat qui s'appelle Jean-Pierre Sévaer,
qui, l'année dernière, avait été radié par le premier président de la Cour d'appel de Montpellier. Ouais. Il avait fait un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a cassé son affaire le 3 juillet 2013, mais au mois d'avril-mai, l'avocate postulante que nous avions, qui s'appelle Maître Mohamed Sba, Naïma Mohamed Sba, on lui a fait la pression. Tu dégages, sinon tu seras radié comme Jean-Pierre Sévère. Voilà. C'est ce système de barreaux, de bâtonniers, de procédures disciplinaires qu'il faut casser. Et le bâtonnier n'est pas seulement, le pouvoir d'engager des procédures disciplinaires contre un avocat et de porter n'importe quelle accusation contre lui. Hein. Il a aussi une autre fonction juridictionnelle. Il est juge de première instance des litiges concernant les honoraires d'avocats. Donc moi, oui, en plus. En plus. Et oui, c'est invraisemblable. Donc moi, j'avais une cliente qui me devait un certain nombre certaines sommes d'argent sur 14 procédures, et elle saisit le bâtonnier pour faire un contentieux d'honoraires, parce qu'elle voulait payer, mais elle ne voulait pas payer ce que je lui réclamais. À la fin de la lettre, elle explique carrément au bâtonnier: je dois de l'argent à cet avocat, hein, je vous propose, perdez pas votre temps à faire une taxation d'honoraires, hein, je vous propose de vous donner directement à vous une partie de l'argent que je dois à cet avocat. Mais écrit noir sur blanc dans sa lettre. Écrit noir sur blanc. Donc, premièrement, elle reconnaît qu'elle me doit d'argent. Elle propose au bâtonnier un pacte de corruption. Ne faites pas la taxation d'honoraires, je vous donnerai directement une partie de l'argent que je lui dois. Ce bâtonnier s'appelle Robert Feller. Il a fait quoi? Il m'a condamné pour restituer de l'argent. Alors qu'elle avait reconnu qu'elle n'était pas à jour de ses honoraires. Et on en est là, quoi. On est dans un système dans lequel la législation, le Parlement, a donné à certains avocats qui sont des bâtonniers des pouvoirs extravagants qui font qu'ils tiennent tout le monde sous leur coupe avec cette possibilité de taxer les honoraires et d'engager des procédures disciplinaires. Ça, c'est des situations qu'il faut absolument renverser. C'est des situations qui remontent au régime de Vichy. Au régime, c'est des situations des mécanismes qui ont été mis en place sous Pétain pour, bien entendu, contrôler les avocats. Donc, comme ça, voilà, tout le monde est un peu tenu. S'il y a un avocat en fait qui sort un peu du système, immédiatement le système intervient pour le dégager. On peut le dégager et le chasser de la profession. Et Je peux parler on attend un petit peu. A contrario, il y a certains avocats malfaiteurs, mais eux, ils sont protégés par le système. Moi, j'assiste à une scène hallucinante un jour à la cour d'appel de Chambéry. Je venais de récuser 3 magistrats, on sort de la salle d'audience, et le contradicteur, c'était une banque, il était représenté par un avocat inscrit au barreau de Lyon, et je me retourne, je vois que cet avocat est sur le point d'essayer de tabasser la personne que je défendais. Il commence à lever le poing comme ça et lui dire je vais te casser la gueule, espèce de mongol. Quelqu'un qui avait un type asiatique, quoi. C'est pas pour autant qu'on a le droit de le traiter d'espèce de mongol. Donc je savais que la personne que je défendais était un champion de karaté, je me précipite pour éviter le combat. Je fais une lettre pour demander à cet avocat de s'excuser, il s'en restait là. Eh bien pas du tout. La personne qui a subi cet affront est obligée de faire une plainte au bâtonnier, faire une plainte au procureur général pour dénoncer les faits. Voilà un avocat qui essaie de me frapper à certaines salles d'audience, qui me traite d'espèce de sale mongol et qui me promet de me casser la gueule. Normalement, procédure disciplinaire. À Lyon, classé sans suite. Pas de suite, pas de procédure disciplinaire. Tout va pour le mieux dans le ressort dans cette affaire. La personne est agacée, met la plainte sur Internet pour informer tout le monde. Écoutez, le bâtonnier de Lyon et le procureur général de la Cour d'appel de Lyon estiment qu'un avocat peut essayer de tabasser un justiciable à la sortie d'une salle d'audience, ça ne pose pas de problème. Et c'est lui qui est poursuivi pour en injure publique. C'est lui, c'est la victime qu'on a essayé de tabasser, que l'on a traité d'espèce de sale mongol, à qui on a promis de lui casser la gueule, qui est poursuivi pour injure publique. La citation était entachée de nullité, elle ne valait pas un clou. Il est condamné sur 3 chefs d'accusation devant le tribunal correctionnel de Lyon. On fait appel, il est relaxé sur un chef d'accusation
Et le chef d'accusation sur lequel il était relaxé, c'est de l'avoir qualifié d'avocat véreux quand même. Relaxé sur ça et condamné sur 2 autres chefs d'accusation. Il leur a fait des injures publiques en disant, en expliquant que parce qu'il il avait traité d'espèce de sale mongole, il estimait que c'était un avocat raciste. Donc il est condamné sur 2 chefs d'accusation par la Cour d'appel de Lyon, statuant en matière correctionnelle, pourvoi en cassation, cassation sans renvoi. Tout cassé. Toute la procédure était irrégulière. Mais il faut quand même aller, monter, faire les procédures. C'est un dossier dans lequel je suis allé 5 fois. Je me suis déplacé 5-6 fois à Lyon. Et bien sûr, quand on arrive dans la Cour de cassation, on gagne. Il n'y a pas un centime pour les frais de procédure. Ah oui. Ah ben, bien sûr, pas un centime pour les frais de Parce que procédure. l'autre côté est un peu porte-monnaie, mais on a... Oui, l'autre côté, oui, en première instance, c'était les condamnations, 1500, 3000, 4000, 5000, etc. quoi. Non mais c'est invraisemblable ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous voulez Et la Ouais. Il y a une mafia aussi, parce que quand vous recusez des juges, quand vous allez à la cour d'appel par exemple, à l'occurrence de Montpellier, vous êtes condamné parce que vous demandez votre propre... Parce que la récusation, c'est un droit inaliénable pour un citoyen. Parce que vous récusez un juge et que vous avez les raisons valables, eh bien, il vous condamne pareil, 1500, 2000, c'est entre 1500 et 2000. Voilà, il vous condamne par récusation. Hein. Étant donné que je pense être l'une des personnes qui ont le plus récusé des juges en France, imaginez les douloureuses. Hein, ça dépasse les 10 000 euros, quoi. Donc voilà, c'est un système mafieux, de caste, franc-maçon. Et comme disait François Danguin, il m'avait dit une fois, c'est que on peut pas. Il y a un souci d'impartialité. C'est-à-dire que on ne peut pas être franc-maçon et juge. On ne peut pas être sincère dans ses jugements, quoi. Parce qu'on a participé, c'est sûr. Si entre, voilà, et puis j'ai vu, il y a 3 points souvent dans les décisions. Et une personne d'expliquer qu'il faut arrêter, faut s'arrêter là. Quand vous tombez sur des personnes comme François Danguin ou têtus comme nous, nous c'est la merde. Malheureusement, Danny, c'est comme ça. Donc, On nous demande justement... Ah, ça a peut-être coupé là, j'ai l'impression. On nous entend plus très bien là. Allô? Vous nous entendez, Patrick? Non? On va remettre les micros en place alors. Parce qu'apparemment, ça a coupé là. Il nous entend plus. Donc, ah, si, il est là. Un fichier national des avocats à Paris, et toute cette mafia de province, ça disparaît. Voilà, c'est comme c'est tout. Un fichier national. Juste avant. Ouais. Allô? Oui, voilà, il y a eu une coupure de portable, à mon avis, il y a une coupure de réseau, vous entendez plus là. Ouais, je suis obligé d'être en déplacement là. Donc j'ai expliqué le fichier national des avocats. Et la solution est vite réglée, on centralise. Et plus de mafia locale, départementale, des cours d'appel, des tribunaux, et voilà, et un syndicat fort, et un syndicat représentatif, quoi. Parce qu'on va dans les syndicats de magistrature, ils sont comme ils sortent des murs d'école, là, ils vous expliquent, c'est pas normal tout ça, de propagande dans ce ministère. Donc voilà, il y a tout à revoir. C'est pour ça que voilà, je voulais lancer une petite annonce, malgré mes préférences sur l'UPR. J'ai eu l'opportunité de me présenter sur le liste. Ça s'appelle le syndicat de lutte contre les banques. Je serai dans le territoire du Massif central, hein, c'est le territoire de M. Hollande. Je me présente voilà, aux européennes là-dessus. Voilà. Ceux qui ne voudront pas voter socialiste, hein, surtout socialistes franquistes, hein, c'est ce on arrive, hein, parce que je suis d'origine espagnole, mon père me dit, mais ça nous rappelle le franquisme, hein, tout simplement. Hein. D'ailleurs, je le savais depuis quelques années déjà, parce qu'on a des liens étroits entre Catan d'ici et de Barcelone, et que c'est une famille de riches, qui a une banque, qui... Voilà, vous pouvez aller faire des quenelles, hein, comme vous allez à Barcelone, vous allez au centre-ville de la banque Weiss, et faites des quenelles là. Ça serait bien, hein, qu'on purge tout ça là. D'abord, vous avez le droit d'en faire, donc c'est encore un état de droit. Hein, donc, je conseille à tout le monde de faire des quenelles devant la banque Weiss au centre de Barcelone.
Ouais, parce que Je- justement, sur les quenelles, moi je me pose, c'est quoi, sur quelle base on condamne quelqu'un pour une quenelle? C'est quoi la base juridique? Voilà. Mais, par exemple, bon, je vous le dire vaguement parce que je sais pas là-dessus, c'est pas là, je rejoins un combat, c'est la loi du 23 décembre 88 qui donne le droit à ce que vos à tierce personne, alors que c'est un droit inaliénable. Je vous explique. Donc, en fait, gauche-droite, ils ont voté cette loi de façon à faire de la déflation. C'est-à-dire que vous avez environ 450 milliards d'euros par an, 450 millions d'euros par an, je vous explique, hein, qui sont détruits. C'est-à-dire qu'au lieu de développer le pays, on est en train de faire de la déflation, c'est-à-dire de réduire le pays à néant. C'est-à-dire que on devrait avoir 1750 euros de ressources, hein. J'ai bien les chiffres, hein, c'est ça 1150 milliards qui n'existent pas sur le marché. C'est-à-dire que vous avez, de mois en mois, le peuple, la France s'appauvrit. Ça, ils ne vous le disent pas, que ce soit UMP, PS, écologie. Bon, après, je découvre un petit peu le mouvement, qui sont un peu plus vers la gauche. Mais moi, pour moi, c'est pas... Tant qu'on est pas patriotes, on est des patriotes. Hein. Moi, je suis d'origine espagnole. J'ai fait mon service militaire. Je suis prêt à donner beaucoup de choses pour ce pays. Hein. Et voilà, et on vous ment. Ils vous mentent tous. Ils sont dans le système. Et dès que vous dites le contraire de leur système, que ce soit dans la justice, dans l'économie, dans le social, tout ça, vous êtes un antisémite, vous êtes un raciste, vous êtes ceci, vous êtes, voilà, tous les mots de la terre. En fait, vous êtes normal. Mais voilà, par exemple là, je suis sur la route, il pleut, mais non, on est en plein jour. Voilà, on est dans l'obscurité, on est en plein jour. Voilà, c'est ça en ce moment. Donc, c'est vrai, comme disait Malcolm X, par rapport aux médias, les médias vous feront croire, que les gens bien sont mauvais et que les gens mauvais sont bien. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. Hein. Ouais. Voilà, et c'est absolument ce qui arrive. Hein. Là, j'apprends que voilà, sur Bruxelles, on ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus converger sur des solutions possibles à bas coût. Des citoyens, voilà, on ne pourra plus circuler bientôt, hein. On ne pourra plus sortir chez soi. Hein. Voilà. On va pas revisiter les classiques, hein. 1984, le meilleur des mondes. Voilà, c'est les classiques que j'ai lus à l'adolescence, mais on est en plein dedans. Hein. Ouais. On est en plein. Bon, bah écoutez, Ouais, écoutez, je vous dis merci parce que je vois l'heure qu'avance et on va devoir faire la deuxième pause là, parce que je vois il est déjà 23h30. ouais, ça passe vite, hein, avec vous. Hein. Ça passe très vite. Ah bah, on voit pas le temps passer, hein, j'ai envie de dire. C'est ça Internet. Comme disait Dieudonné, Internet, le temps n'existe plus. Ça, il a raison, parce que c'est une cure de jouvence pour le cerveau. Ouais, la pause, et je suis prêt à témoigner. Il y a des choses à dire. Pour le syndicat, il est chauffeur, il me conduit. Si plus tard vous voulez un petit peu plus d'informations, c'est avec grand plaisir. Parce que je pense que le gros souci, c'est le 5e et 4e pouvoir qu'on a occulté. Le 4e pouvoir, c'est la banque. Hein, et le 5e pouvoir, c'est les médias. Voilà, ça devrait faire partie comme le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Ces deux pouvoirs devraient être contrôlés. Mais contrôlés de façon systémique, bien sûr. Hein. Pas de façon à blanc, quoi. D'accord. Bah, merci beaucoup, Patrick, d'être venu à l'antenne. Hein. Entendu. Mais j'espère, je monte après la semaine prochaine, je monte le camp de Perpignan et j'espère que tous les Parisiens seront devant ce barreau véreux qui veut mettre en néant un pan de liberté d'expression et des gens quelqu'un qui évite se bat pour ses clients, quoi. Et je voulais ajouter un petit quelque chose avant la pause. Oui. C'est que vous êtes justiciable, sachez qu'un avocat, c'est votre binôme, comme à l'armée. Vous devez le soutenir, aller aux audiences avec lui
Et c'est un travail, c'est un travail d'équipe, hein, parce que voilà, on doit le soutenir, il doit vous soutenir. Il y a des choses, et je pense que c'est pour ça que certains, ça se mérite aussi. Hein. Là, on est dans des démarches judiciaires et que c'est dur. Et justement, c'est ceux qui cherchent, c'est le point de rupture, tous ces mafias, tous ces véreux. Ils attendent, ils veulent vous envoyer en cassation pour que vous rempliez. Et il faut faire comme le roseau, c'est-à-dire le pas céder au vent. C'est comme ça. On va y arriver, on va gagner. Et tous les dossiers sont interdépendants. Sachez-le, c'est que quand vous gagnez une décision, ça s'aggrave pour l'affaire du proche. C'est un travail citoyen, hein, c'est civique. Hein. Et c'est ce qu'ont compris les adversaires, c'est que de suite il faut tuer un œuf pour aller acheter les clients de cet avocat pour que ces décisions soient mises, ces dossiers soient démontés, parce qu'ils savent très bien que là on va commencer à gagner et quand ça va commencer, ça va faire comme le communisme, ça va s'effondrer. Là le système va s'effondrer, c'est une question de mois. Je pense de mois, année, peut-être une année, pas deux, ça j'en suis sûr. Parce que là, je suis allé dernièrement sur un atelier citoyen, j'ai rencontré Étienne Chouard. Ça donne espoir parce que j'étais l'un des plus anciens et on était une quarantaine et il n'y avait que des jeunes. Donc l'avenir, il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Sachez-le, il faut se battre. Et voilà, Internet, voilà, on est comme le CNC, hein. On est dans la résistance. Hein. N'ayez pas peur de ce que les gens pensent de vous, ce qu'on fait penser sur vous. Ça veut dire que vous faites quelque chose qui est en train d'ébranler le jeune au pied d'argile. Donc je suis confiant et tous les jours passent et de plus en plus confiant parce que c'est en train de bouger. Et il faut des leaders, hein, toujours hein, dans les changements. Donc vous avez Dieudonné, vous avez Laurent Louis. En Belgique, ça va. Ce système, ils ont peur de ces élections. Hein. C'est pas trop médiatisé pour que les gens n'aillent pas voter. Ils ont peur, hein, croyez-moi, hein, ils ont peur, tous. Et voilà, et j'espère qu'il y aura un maximum de monde pour se mobiliser mercredi prochain. Ça vaut le déplacement, il y aura une super vidéo, hein, il y aura Jean Info Libre, il y aura Dieudonné, je pense, il y aura du monde. Il faut qu'ils comprennent que cette oligarchie, ça doit cesser. Hein. C'est en train de mourir. Hein. C'est fini. C'est terminé. Okay, merci Patrick, on doit vraiment faire la pause là. Merci beaucoup. Merci. Et j'espère, je sais qu'en région, Meta TV va passer à Béziers, un peu partout. Et voilà, on sera là. De toute façon, c'est sûr, on sera à Béziers, à Nîmes, c'est prévu normalement. Mais j'annoncerai les dates bientôt. Monsieur en tout cas. D'accord. Par contre, si j'aurais 5 minutes pour le syndicat de lutte contre les banques à m'accorder pour monsieur Michel. C'est quelque chose à comprendre. Ça sera 5 minutes. Est-ce que ça sera possible? Oui, on en parlera. On m'a déjà prévenu. Oui, on en reparlera. Franchement, on en reparlera. Ça vaut le coup. Franchement, il y en a marre de la langue de bois. C'est pour ça que vous êtes là. Et on est à fond avec vous. Ok, à plus tard. À plus tard, merci beaucoup. On va reprendre là les micros. Normalement, on doit m'entendre. C'est bon, voilà. On va faire une petite pause. C'est bon, tout est calé. Ok, super. On va faire une petite pause parce que je vois l'heure qui avance. Et puis, on aura en plus un troisième invité en plus avec nous dans la dernière partie. Donc, voilà, on fait une petite pause et puis on revient juste après. À vous, la régie. Oui, mais... Et monsieur Pierre Panet, que nous accueillons avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, normalement, votre micro devrait marcher normalement. Non, ça ne marche pas. Hein. Ça devrait aller, voilà, super, ça fonctionne. Donc, vous aussi, vous êtes juriste, c'est ça? Oui, je pense que je suis d'un bon niveau du point de vue juridique, parce que d'abord, j'ai fait des études jusqu'en 3e cycle de doctorat, et d'autre part, en tant que cadre à la Poste, j'ai beaucoup pratiqué le droit, je n'ai fait pratiquement que du droit, et puis depuis une dizaine d'années que je suis à peu près en retraite, j'ai suivi tous les procès de Dieudonné, et bien évidemment, ça m'a permis d'entrer en contact avec maître François d'Angléan, et j'ai cru opportun de fonder un comité de soutien. Il y a déjà des gens qui nous ont rejoints, je pense que vous aurez mes coordonnées,
Et je ne peux qu'inviter toutes les personnes éprises de justice et qui en France viennent soutenir François d'Anglean le mercredi 7 mai à 12 h à la maison du barreau. L'adresse est 2 et 4 rue du Harlay à partir de midi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore à dire, François? Les gens, les personnes qui souhaitent assister à cette audience peuvent donc se présenter un petit peu avant l'audience. L'audience sera à 13 h, 13 h 30, mais les gens peuvent commencer à venir à 12 h. C'est une audience qui est publique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent assister à cette comédie juridictionnelle, parce que je suis invité à comparaître devant une juridiction qui n'est pas le conseil de discipline régionale, qui est une sorte de section spéciale dans le style Pierre Laval, Joseph Barthélemy, avec des relents une sorte de régime de Vichy inversé. Les personnes qui veulent assister à cette audience qui va être mémorable, ça va être absolument extraordinaire, puisque je vais mettre en accusation les avocats qui prétendent me juger, je vais les mettre en accusation pour être des faussaires. Toute l'installation du conseil de discipline est complètement illégale, complètement irrégulière. Donc vous avez la possibilité d'assister à une audience qui sera absolument invraisemblable. Moi, je n'en fais pas de cadeau à ces gens-là. Ce sont des malfaiteurs, ils n'ont pas le droit de siéger. Tout est frauduleux, tout n'est que combine. Et donc, je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Je vais leur dire leurs 4 vérités. Je vais les mettre en accusation pour être des faussaires. Vous pouvez assister à cette audience, ça sera mémorable. Parce que c'est une audience publique. Oui, c'est une audience publique. Ouais. C'est l'avocat qui est poursuivi qui décide si l'audience est publique ou pas, bien évidemment. J'ai rien à me reprocher. Toutes les accusations qui sont portées à mon encontre sont toutes plus fausses les unes que les autres. Et donc, chacun pourra assister à cette audience et voir la manière dont ces avocats, ces avocats-ions, ces bâtonniers d'opérette, qui se prétendent tous à gauche, ils sont tous à gauche, bien entendu, ils sont au Parti Socialiste, ce sont des bien-pensants. Ces personnes, vous pourrez les voir à l'œuvre, et de toute façon, je vais commencer par les récuser. J'ai déjà fait un acte de récusation qui est déposé depuis avant-hier. Ces gens-là n'auront pas le droit de siéger, et vous allez pouvoir juger sur pièce de leur attitude. Vous pouvez répéter la date parce qu'on me demande. Alors c'est le mercredi 7 mai. 7 mai. Peut-être il faudrait indiquer visuellement l'adresse. Oui, ça va être fait, voilà. C'est la maison du barreau, 2, 4 rue du Harlay. Alors c'est derrière le palais de justice et le métro le plus proche c'est Cité, tout simplement. Et donc venez très nombreux parce que je pense que c'est non seulement une première, et nous souhaiterions que ce soit la dernière aussi. Que plus jamais des pseudo-conseils de discipline s'arrogent des prérogatives exorbitantes et qui sont vraiment d'une dérision inouïe. Tout cela parce que François d'Anglean est quelqu'un de très scrupuleux, très respectueux du droit. J'ai travaillé de près avec lui en suivant les affaires de Dieudonné. C'est un fait que dès l'instant où l'on demande d'une manière stricte l'application du droit et qu'on demande l'application, le respect des procédures, eh bien vous posez des épines dans le pied des magistrats, ce qui n'est pas normal. Et je le souligne au passage, c'est vrai que depuis 10 ans, j'ai quasiment suivi tous les procès de Dieudonné. D'ailleurs, à ces égards, je précise que j'ai collaboré à un livre qui sortira bientôt sur Dieudonné, qui est écrit par une avocate qui s'appelle Zora Maï. Nous espérons qu'il sera prêt au mois de juin. Ce que je peux dire, ce à quoi j'ai assisté, non seulement c'est ce que a pu vous dire François à travers les affaires qu'il a eu à gérer, mais d'une manière générale, il y a vraiment une dépréciation de la justice, du respect de la loi et des procédures qui sont dévoyées. Parce qu'en arriver à commettre des faux en écriture publique
qui relève de la cour d'assises, je crois que c'est quelque chose d'abord qu'il faut dire, c'est quelque chose qu'il ne se savait peut-être pas, et nous pensons de la sorte réveiller les consciences. Je pense que le peuple doit bouger, que nous avons de plus en plus des élites politiques, intellectuelles, journalistes qui sont de plus en plus corrompus, qui ne font que parler entre eux-mêmes. Ils sont complètement coupés du peuple. C'est le peuple qui doit se ressaisir. N'oubliez pas que la justice est censée être rendue au nom du peuple français. Chers amis, venez très nombreux, n'hésitez pas à m'appeler, je vous apporterai davantage de précisions si vous le souhaitez. Et merci de recevoir positivement d'avance cet appel. Oui, voilà, en plus, on nous demande de préciser, donc c'est bien 2-4 rue du Harlay. On a mis, j'ai vu, il y a que Pax qui a mis le lien, justement, c'est Métro-Cité, c'est dans Métro-Cité. Voilà. Harlay, c'est H-A-R-L-A-Y. Voilà. Derrière le palais de justice. C'est la maison quoi? La maison du barreau. Du barreau. Du barreau de Paris, du barreau de Paris. Voilà, la maison du barreau de Paris, donc 2-4 rue du Harlay, le 7 mai. Donc à partir de midi, c'est bien ça. À partir de midi. Voilà. Et nous espérons que tous les médias dissidents seront largement représentés. Nous faisons en sorte qu'il y ait une information, car nous ne comptons guère sur les médias officiels, des médias qui sont de plus en plus de la merde. Ouais. Ah non, vous faites bien de le préciser. Et moi, justement, en plus, ce qu'il faut préciser, parce qu'on parlait justement hors antenne, de la volonté de ces gens-là de rester volontairement, de rester cachés, de ne pas être exposés. Donc n'hésitez pas, hein, vous justement, les gens qui ont beaucoup de temps, hein, souvent à troller pour rien, et ben rendez-vous utile, faites quelque chose d'intéressant au lieu d'aller blaguer sur Facebook en pensant que c'est une action dissidente. Allez appeler ces gens-là, allez-y, déplacez-vous, allez contactez-les au téléphone, montrez-leur que nous savons ce qui est en train de se passer. Voilà. Ça, c'est un petit message en plus, voilà, pour certaines personnes. Voilà. Alors, dans un système aussi corrompu, sommes-nous tenus de respecter la loi? Ça, c'est vrai, c'est une question, c'est Freeman qui demande ça. Ça, c'est une bonne question, je trouve. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait se prévaloir justement d'un argument en disant, de toute façon, on fait la démonstration que rien ne fonctionne, donc pourquoi devrais-je respecter un système où rien ne fonctionne? Ça c'est une bonne question. Disons que la réponse que l'on peut apporter, en principe, le conseil de discipline régional, le conseil de discipline pour avocats, c'est une juridiction qui juge pour le compte de l'État français, pour le compte de l'État, pour le compte de la République. Mais ici, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce conseil de discipline n'a pas été installé. Tous les actes d'installation de ce conseil de discipline sont frauduleux. Et je ne vais pas comparaître devant le conseil de discipline régional qui est prévu par la loi, mais par une sorte de section spéciale composée d'avocats, pour dire malhonnêtes, hein, qui vont venir siéger sans droit ni titre. Donc, dans une juridiction de l'État, le principe c'est qu'on n'a pas le droit de filmer. Ici, vous venez avec vos appareils photo et vos caméras, vous aurez le droit de filmer, vous filmerez. Et si on vous en empêche, ça ne se passera pas bien. Hein? Je voudrais rajouter que, sauf erreur de ma part, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 reconnaît le droit à la résistance à l'oppression. J'en profite pour dire qu'il y a aussi une constitution qui, bien sûr, n'a pas été appliquée, celle de 93, qui reconnaissait même le droit à l'insurrection. Disons que, sur la base de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, nous pouvons résister à l'oppression. Nous sommes dans un État oppresseur, dans un État dictatorial, dans un État à la limite du fascisme. Non, parce que je voulais juste lire une question. Est-ce que c'est vrai, on nous dit un avocat qui prend ses fonctions fait un serment, parce que c'est vrai, on prête serment en tant qu'avocat, et on nous dit les francs-maçons, cette idée, mais lequel des deux serments prime sur l'autre pour... C'est une question de conscience de chacun, ça un peu, non? Non, normalement le serment d'avocat, le serment de franc-maçon, c'est de venir rendre des services pour à ses frères en quelque sorte, quoi. Donc si vous avez un avocat qui est président du conseil de discipline qui est franc-maçon, tous ceux qui sont francs-maçons vont lui cirer les chaussures en quelque sorte, hein. Ils feront ce que l'autre
leur diront de faire sans pouvoir réfléchir par lui-même pour savoir ce qu'il convient de faire. Ce qui est important de dire, c'est que le pseudo-conseil de discipline devant lequel je vais comparaître sera présidé par un dénommé François Detton. Et c'est un avocat qui exerce à La Courneuve.